Lancement officiel de la rentrée scolaire 2023-2024 ce lundi 2 octobre. Nous allons écouter dès le début de ce journal le Premier ministre qui a donné le coup d'envoi ce matin au lycée Ba Aminata Diallo. Dr Choguel Kokala Maïga a assisté à une leçon modèle dispensée aux élèves sur l'impact du téléphone portable sur les performances scolaires. Et comme chaque premier lundi du mois d'octobre, aujourd'hui est célébrée la Journée internationale de l'habitat. Cette année, l'accent est mis notamment sur l'importance de la contribution des villes à l'économie nationale. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Les élèves ont donc repris le chemin de l'école ce matin et c'est le chef du gouvernement qui a donné le top départ au lycée Ba Aminata Diallo en présence de plusieurs membres du gouvernement et de l'ensemble de l'administration scolaire. Dr Choguel Kokala Maïga a assisté à la cérémonie de montée des couleurs avant de suivre avec les élèves une leçon modèle sur le thème de cette année, à savoir l'impact du téléphone portable sur les performances scolaires. Enfin, le Premier ministre a planté symboliquement un arbre dans l'enceinte de l'école. Donc, il a mis l'accent sur la nécessité pour les jeunes de s'instruire pour assurer la relève. Suivant son intervention au micro d'Alouseni Touri. Il nous faut une jeunesse bien instruite, bien éduquée, qui a une grande capacité de discernement, qui sait ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Et aujourd'hui, je dois féliciter le ministre de l'Éducation nationale, la directrice de l'école, toute l'administration scolaire, les professeurs et les élèves. Parce que nous avons assisté à une leçon modèle qui est l'illustration même de ce que les citoyens doivent faire. L'utilisation des téléphones portables. Nous avons retenu à l'issue des débats qui ont été très intenses parce que les professeurs ont participé, l'administration scolaire a participé, les élèves ont participé et les ministres aussi. On peut grosso modo dire en gros ce qu'ils ont dit aux élèves. La première des choses, c'est d'être bien éduqué. Dans sa famille, à l'école et dans ce qu'on appelle la rue, la vie sociale en général. Le téléphone est partout aujourd'hui. En famille, à l'école et dans la rue. Donc, étant donné que c'est un moyen technologique d'avancée de l'humanité, il faut que les jeunes Maliens fassent la part et beaucoup de discernement pour savoir qu'est-ce qui est bien pour eux, pour le pays, pour la nation, et qu'est-ce qu'il faut éviter. Toute chose utile pour l'homme a des atouts et des inconvénients. C'est ce que le professeur de philosophie a voulu montrer. Quand nous avons pris la parole, on a donné un exemple. La nourriture. Aucun homme ne peut vivre sans le sel et le sucre. Même à l'hôpital, quand vous ne pouvez plus manger, les sérums, là, c'est le sel et le sucre. Mais si vous les utilisez de façon excessive, vous aurez des maladies chroniques, le diabète et la tension. Mais si vous les utilisez de façon mesurée, recommandée, vous allez être longtemps en bonne santé. Le téléphone portable, c'est exactement la même chose. Si vous utilisez à bon escient, c'est très utile. La preuve, il y a des professeurs qui donnent les cours maintenant en informatique. On ne peut plus les donner les cours comme avant. Il fait ses leçons dans l'ordinateur. Mais si quelqu'un passe son temps à regarder les films, en classe, le professeur donne le cours. L'élève, au lieu de suivre le cours, il va sur son téléphone, il va passer son temps, mais il ne connaîtra rien du tout. C'est peut-être quelqu'un qui sait jouer sur les réseaux, mais il ne connaîtra pas grand-chose. Donc on a dit aux élèves, le téléphone, utilisez-le de façon utile. Si l'administration scolaire autorise quelque chose, si les professeurs autorisent quelque chose, c'est eux qui parlent au nom de l'État. Il faut s'astreindre à ça. Aucune déviation ne sera tolérée. C'est donc parti pour l'année scolaire 2023-2024. Et pour ceux qui ont eu la chance d'être admis au baccalauréat malien session de juin 2023, l'Association des étudiants ressortissants de Gao pour l'entraide a tenté de mieux les informer sur le système LMD. C'était à la faveur d'une journée de sensibilisation, d'information, d'orientation et d'accompagnement sur le système LMD qui marque la fin des activités de la 7e édition des journées de l'AERJ. Reportage au RTM Gao, Adizatou Mohamed Maïka, Alassane Ahmadou.
En organisant cette conférence débat, l'Association des étudiants ressortissants des Gao pour l'entraide ARG entend apporter tout son soutien aux admis au baccalauréat 2023. Il s'agit de les informer, les orienter et les sensibiliser sur les difficultés liées aux études universitaires. Vous sensibiliser et vous orienter vers les choix idéaux et surtout vous assurer un accompagnement tout au long de vos cycles universitaires. Le thème retenu pour cette conférence, c'est thème du genre depuis la création de l'association est journée de sensibilisation, d'information, d'orientation et d'accompagnement sur le système LM2. Le système LMD, pour avoir une harmonisation de système de formation, le plus souvent aligné sur le système américain. Cela aura pour conséquence de permettre la mobilité des étudiants, mais aussi la mobilité des enseignants-chercheurs. Donc c'est avoir à travers le monde un seul système, dans ses grandes lignes bien sûr, de formation d'enseignement supérieur pour permettre aux étudiants de changer de pays sans avoir de difficultés. Cette année, leurs activités apportent sur la distribution des dons aux familles déplacées, en plus le don de sang et l'activité de ce jour qui est la sensibilisation, l'information de leurs jeunes frères et sœurs qui ont eu la chance d'avoir le baccalauréat malien. Sidi Mohamed Didina, parrain de l'activité, et Lalla Major, la marraine, ont tous salué la tenue de la conférence. Une série de questions-réponses a mis fin à la rencontre. Des économies urbaines résilientes, les villes motrices de la croissance et du relèvement. C'est le thème de la 38e édition de la Journée internationale de l'habitat, célébrée ce premier lundi du mois d'octobre. Une journée mise à profit par le département en charge de l'habitat pour faire le bilan. On fait le point avec Sorona Kamisogo. Quand le bâtiment va, tout va, dit-on. Consacrer alors toute une journée à l'habitat est plus que logique. Une occasion appropriée de rappeler au monde le devoir et la responsabilité de façonner l'avenir de nos villes et villages. Cette journée revêt une importance particulière cette année car elle met l'accent sur un thème crucial, à savoir les économies urbaines résilientes, les villes motrices de la croissance et du relèvement. La Journée mondiale de l'habitat a été instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1985. Plus qu'un rendez-vous annuel, la tribune permet de sensibiliser les acteurs du développement urbain sur cette question existentielle. C'est pourquoi l'ONU Habitat place le mois d'octobre sous le signe d'Octobre urbain. Octobre urbain est une occasion pour tout le monde de participer à la conversation sur les défis et les possibilités créées par le rythme rapide du changement dans nos villes et villages. Chaque année, en octobre, toute personne intéressée par l'urbanisation durable, les gouvernements nationaux et locaux, les universités, les ONG et les communautés sont encouragées à organiser ou à participer à des activités, des événements et des discussions virtuelles ou physiques. Au Mali, la question de l'habitat reste une priorité pour le gouvernement. Plus qu'une simple affirmation, les investissements consentis dans le domaine en sont la parfaite illustration. Sous le leadership du président de la transition du Mali, son Excellence le colonel Assimi Goïta, le gouvernement s'est investi pour la résilience économique de nos villes dans les domaines des infrastructures, de l'éducation, de la formation, de l'innovation, de la gestion d'un environnement durable et de l'inclusion sociale. Des investissements d'autant plus nécessaires quand on sait que les villes constituent les moteurs de croissance et les piliers de notre avenir. Normal alors de les accorder une attention particulière. 5 communautés du Nord se dissocient des attaques contre les emprises des FAMA, réaffirment leur attachement à un Mali uni et souverain. Elles viennent de se réunir pour réaffirmer donc leur engagement à maintenir un climat apaisé, propice au dialogue. Le point avec Bemba Sibi. 5 communautés et un engagement commun. Le Mali est un et indivisible et sa souveraineté est indiscutable. Face à la recrudescence des attaques contre l'armée, les communautés chérifiennes Kelansar, Idnan, Imouchak, Chamanamas et alliés réaffirment leur attachement à la paix et à la préservation de la souveraineté du Mali. Nous tenons à nous démarquer entièrement des actions posées par le CSP. Aussi, nous avons passé les messages
de l'importance d'appeler à l'unité nationale, de reconnaître ce caractère unitaire de la République et d'inviter l'ensemble des Maliens à s'inscrire dans cette dynamique. Je lance un appel à toutes les communautés, de l'intérieur aussi bien que de l'extérieur, de soutenir d'abord les actions du gouvernement, la transition, qui n'a jamais cessé de tendre sa main au groupe signataire. Et je lance un deuxième appel aussi au groupe signataire de revenir sur la table de négociation pour que nos pauvres populations puissent retrouver la paix. Ces attaques sont de nature à annihiler les multiples efforts du gouvernement pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Le gouvernement a, dans le cadre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, posé plusieurs actes et plusieurs actions. Certes, tout l'accord n'est pas mis en œuvre, mais il ne faut pas occulter ce qui a été fait et au détriment de ce qui n'a pas été fait. À ces attaques s'ajoutent les messages de haine distillés auprès de certaines communautés, des messages qui sont d'ailleurs la plupart du temps de fausses informations, d'où cet appel à la vigilance et à la prudence. Les populations sont inondées par des messages, parfois des messages d'intox, qui ne rassurent pas et qui anéantissent un peu les efforts du gouvernement qu'il pose tous les jours pour que la population reste sereine et qu'elle accompagne les efforts du gouvernement pour la paix, pour la stabilité. On constate une certaine fébrilité, un sentiment d'une certaine insécurité suite à des messages de haine qui sont véhiculés un peu partout sur les réseaux sociaux. Dire que le Mali est notre bien à nous tous, qu'il n'y a pas quelqu'un qui puisse se sentir plus malien qu'un autre. Le Mali est un pays pluriethnique. À toutes les communautés, de véhiculer des messages de paix et de bannir les messages de haine entre les communautés. On n'a que ce pays, on ne sait pas où aller si ce n'est pas dans ce pays. Ce n'est pas parce que je suis à Bamako que je le dis partout. Il faut que les gens reviennent à la raison et véhiculer des messages de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Et les membres de la communauté d'inviter le gouvernement et les mouvements signataires de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger à privilégier le dialogue. Ceci pour préserver la paix sociale et faire face aux défis communs, à savoir la sécurité et le développement du Mali. Le jardin potager, le saviez-vous, c'est la première appellation de l'Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche appliquée IPR-IFRA de Katibougou, créé à Caille en 1895 au moment du Soudan français et transféré à Koulikoro entre 1900 et 1902. L'IPR-IFRA de Katibougou avait pour but de former des cadres moyens dans le domaine universitaire et post-universitaire. Il ressort des statistiques que les sortants de l'IPR-IFRA de Katibougou représentent 80% des agents du développement rural. Ils sont soit des techniciens ou des ingénieurs. Djemba Moussa Konati. Alousseni Bretodo, ancien secrétaire exécutif du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, Nassiri Nana Yaya Aïdara, ancienne commissaire à la sécurité alimentaire, ou encore Seydou Idrissa Traoré, ancien PDG de l'Office du Niger, et Agatam Ag Alassane, ancien ministre de l'Agriculture, sont tous des sortants de l'IPR-IFRA de Katibougou parmi tant d'autres. Créé à Caille en 1895 au moment du Soudan français et transféré à Koulikoro entre 1900 et 1902, l'IPR-IFRA de Katibougou a été créé dans le but de former les cadres moyens dans le domaine universitaire et post-universitaire. La deuxième mission de l'Institut, c'est la recherche et la technologie, ainsi que le renforcement des capacités des agents qui sont sur le terrain. Les terres de Kati n'étaient pas adéquates, mais en même temps, l'espace était restreint. Donc, à la recherche d'une terre fertile, ils ont trouvé ce lieu ici qui se situe entre la colline et le fleuve Niger. En prenant dans un premier temps 400 hectares, et ils ont changé le nom. Au lieu de jardin potager de Kati, c'était devenu le centre d'agricole et ensuite un centre de recherche agricole
puis c'est devenu une école des maîtres laboureurs pour l'Afrique francophone. Structure exclusivement dédiée au développement rural, l'IPR-IFRA de Katebougou est une cheville ouvrière dans l'atteinte de la sécurité alimentaire au Mali. Il fait partie de l'identité de la deuxième région. L'IPR-IFRA de Katebougou a permis à Koulikoro d'être la deuxième ville universitaire du Mali, après Bamako. Et aussi sur le plan pollution atmosphérique, le domaine de l'IPR qui fait environ 350 hectares, avec sa forêt dense, constitue aujourd'hui un véritable poumon pour la ville de Koulikoro qui doit être préservée. Il ressort des statistiques que les sortants de l'Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée IPR-IFRA de Katebougou représentent 80% des agents du développement rural. Ils sont soit des techniciens ou des ingénieurs. Aujourd'hui, l'Institut a contribué à la formation d'environ 200 hauts cadres qui occupent ou ont occupé des hautes fonctions au Mali et en Afrique. Je suis la première promotion de filles à avoir intégré pour la première fois l'IPR de Katebougou en 1979, après mon bac en 1975 au lycée des jeunes filles. On est rentré, on était à l'époque seulement 9 jeunes filles. Ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, après le parcours là, l'IPR de Katebougou a beaucoup contribué dans ma carrière professionnelle. Je suis sortie avec une licence ingénieur d'élevage à Katebougou. J'ai eu la chance de travailler 2 à 3 années à l'Office malien du bétail et de la viande. Et ensuite, j'ai eu une bourse pour aller aux États-Unis pour faire mon master. Nous avons fait les plus petits villages du Mali. Nous avons parcouru tous les pays. Et cette formation rurale, en plus de la formation militaire, nous a permis effectivement de nous adapter aux différents environnements naturels, mais aussi sociaux dans lesquels nous avons évolué. L'Institut œuvre pour mieux assurer l'autosuffisance alimentaire au Mali. C'est ainsi qu'il a développé les recherches, surtout dans le domaine de la filière pommes de terre, en créant le laboratoire biotechnologie végétale, une référence dans la sous-région. Je voulais que le maïs soit au top et c'est pour ça que j'ai fondé le premier laboratoire de biotechnologie végétale et d'agrophysiogénétique dans la sous-région et en Afrique de l'Ouest. Et ce laboratoire, il est fonctionnel et je suis très fier de mes successeurs qui sont en train de l'animer et je suis très fier de l'accompagnement qu'ils sont en train de faire au monde paysan. Maintenant, évidemment, on peut toujours dire que tous les problèmes ne sont pas résolus. Si tous les problèmes sont résolus, autant ne pas exister. C'est vrai, j'ai occupé plusieurs postes de responsabilité. J'ai commencé par la recherche en tant que chercheur. Et puis après, je suis parti sur le terrain en tant que vulgarisateur. Après, conseiller technique à la présidence, ministre, directeur, pour finir PDG. J'ai occupé pratiquement tous les hauts postes du secteur du développement rural. Ce qui m'a permis d'embrasser pratiquement tous les problèmes de ce secteur. L'Institut avait un effectif de 900 étudiants en 2015. Aujourd'hui, il en compte 4000. Actuellement, des étudiants de 12 nationalités sont en formation au sein de l'IPR-IFRA de Katebougou. Pour mieux atteindre la souveraineté alimentaire, l'instruction, la formation et la prévision occupent une grande place. C'est à quoi s'attelle l'IPR-IFRA de Katebougou depuis plus d'un siècle. Le pouvoir judiciaire s'approprie la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts. L'initiative vise à impliquer les hommes de droit dans la protection des espèces sauvages en voie de disparition. Une formation tenue grâce à l'appui financier du Fonds pour l'environnement mondial et le PNUD. Reportage Idrissa Keita. La criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts, une thématique sur laquelle 50 participants renforcent leurs connaissances. Ces participants sont des agents du pouvoir judiciaire et ceux des eaux et forêts. Cette formation est soutenue par le Fonds pour l'environnement mondial FEM et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD sur l'initiative du ministère de l'Environnement et du Développement durable à travers la Direction générale des eaux et forêts. Quand un braconnier fait un acte sur l'éléphant, si l'acte est criminalisé, maintenant il faut que le juge arrive à trancher.
Donc il ne peut pas trancher tant qu'il n'a pas reçu une formation liée à la criminalité liée aux espèces sauvages. Les participants venus de Bamako, Tombouctou, Douanza et Mopti échangent sur le concept de criminalité liée aux espèces sauvages et la lutte contre ces phénomènes et de trafic visant à lutter contre la menace croissante de la criminalité transfrontalière et organisée liée à la faune et à la flore sauvage. Le braconnage et le commerce illicite de certaines espèces en voie de disparition constituent des comportements qui compromettent dangereusement la survie des ressources naturelles. Tous les comportements négatifs nécessitent une prise de conscience en vue d'un changement de comportement. Cet atelier de 2 jours s'inscrit dans le cadre du projet de gestion communautaire des ressources naturelles qui résout les conflits, améliore les moyens de subsistance et restaure les écosystèmes dans l'ensemble de l'aire de répartition des éléphants. Et puis la présidente de l'association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs, Asfia, a remis un corbillard aux fidèles de la grande mosquée de Sikoroni, Surakabougou. Saloum Konaté pour les détails. Un corbillard neuf doté des normes standards est gracieusement offert à la grande mosquée de Sikoroni, Surakabougou, située en commune 1 du district de Bamako. Le don de la présidente de l'association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs, Asfia, met fin à la dépendance des fidèles de cette mosquée en matière de corbillard. Le geste patriotique comble ainsi les aspirations des habitants de la localité. On n'avait pas de corbillard. On était obligé de louer d'autres véhicules. Honnêtement, on avait du mal à transporter les corps. Nous remercions la donatrice. C'est un geste noble. Nous lui disons merci. Nous saluons également les autorités. Que Dieu protège notre pays. Fatmata Mitumbarka invite également les personnes de bonne volonté à emboîter ses pas. Ils m'ont rapproché il y a 3 mois pour me dire qu'ils ont vraiment besoin d'un corbillard car les 5 mosquées n'en ont pas. Donc Asfia a décidé de leur mettre ça à leur disposition aujourd'hui. On prie Dieu qu'Allah nous mette les moyens à disposition nécessaires pour pouvoir le faire dans toutes les communes, Inch'Allah. La présidente de l'Asfia invite les fidèles à faire bon usage du véhicule. Elle prend l'engagement de réparer le véhicule en cas de panne avant de joindre à la donation une enveloppe symbolique destinée aux frais de carburant. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h, vous avez rendez-vous avec Mariam Kone. Bel après-midi à vous et à demain 13h, Inch'Allah.